Noura Diabaté avait toujours imaginé ce jour comme un conte de fées. Entourée de ses proches, vêtue d'un boubou ivoirien somptueux, le regard tourné vers l'avenir, elle s'apprêtait à dire oui à l'homme qu'elle aimait, Elie Mensa. Entrepreneur respecté, séduisant, attentionné. Il incarnait tout ce qu'elle espérait. Leur mariage, célébré dans une salle illuminée et décorée avec faste, devait marquer le début d'une vie à deux parfaite, sous le regard émerveillé de leur famille. Mais parfois, la vérité choisit les moments les plus brillants pour frapper le plus fort. Alors que les rires remplissaient encore la pièce, une vidéo inattendue fit irruption pendant la réception. En quelques minutes, les masques tombèrent, les illusions se brisèrent, et Noura se retrouva confrontée à une trahison publique, implacable. Pourtant, ce qui allait marquer les esprits ce jour-là ne fut pas la trahison d'Elie, mais la réaction de Noura. Face à l'humiliation, elle choisit la dignité. Face à la douleur, elle choisit de se reconstruire. Ce récit est celui d'une chute, mais surtout d'une renaissance. D'une femme qui refuse de s'effondrer, et qui transforme sa blessure en force, pour elle, et pour toutes celles qui l'écoutent. La salle brillait de mille feux. Des guirlandes lumineuses pendaient comme des cascades dorées depuis le plafond, et des fleurs blanches mêlées de vert émeraude décoraient chaque table. La musique traditionnelle résonnait dans l'air, rythmée par les tambours et les applaudissements des invités. Noura Diabaté avançait lentement parmi eux, le sourire figé mais éclatant, sa robe ivoirienne brodée d'or la faisant ressembler à une princesse moderne. Son cœur battait vite, emporté par l'excitation du rêve devenu réalité. Au centre de la salle, Elie Mensa, son époux depuis quelques heures à peine, l'attendait. Il portait un costume sur mesure, l'air confiant, entouré de regards admiratifs. Tous voyaient en eux le couple parfait, deux jeunes Africains brillants, amoureux et promis à un avenir radieux. Rien ne semblait pouvoir ternir ce jour. Rien, jusqu'à ce que tout bascule. Lorsque le maître de cérémonie invita les convives à regarder l'écran pour une « surprise », Noura s'attendit à des messages d'amis lointains, des souvenirs d'enfance, des mots doux. Mais ce qui apparut à l'écran plongea la salle dans un silence glacial. Une vidéo montrait Elie, dans une chambre d'hôtel, en compagnie d'une autre femme. Ils s'embrassaient, riaient, visiblement intimes. Le plus choquant fut la date affichée en bas de l'écran, 2 semaines avant le mariage. Des murmures commencèrent à se répandre dans la salle, suivis par des exclamations de surprise et de consternation. Certains invités détournèrent le regard, d'autres fixaient Noura avec une pitié mêlée de malaise. Sur l'écran, d'autres images s'enchaînèrent, confirmant l'évidence, Elie avait été infidèle. Et il ne l'avait jamais avoué. Le cœur de Noura se serra. Son souffle se coupa, mais elle ne pleura pas. Elle regarda l'écran en silence, puis tourna lentement la tête vers Elie. Il était figé, le regard paniqué, la mâchoire crispée. Il tenta de s'approcher, la main tendue, répétant son prénom comme une supplique. Mais elle l'arrêta d'un geste calme, digne. Elle s'avança vers le micro, ses pas sûrs malgré le chaos autour d'elle. Sa voix s'éleva, ferme mais posée. Elle dit qu'elle avait cru en l'amour, en l'homme qu'elle pensait connaître. Mais qu'on ne pouvait pas bâtir une vie sur un mensonge aussi profond. Que ce mariage, célébré devant tous, prenait fin ici, maintenant. La salle resta figée. Elie voulut parler, mais elle se détourna, ôta lentement son alliance et la déposa sur la table des mariés. Puis elle tourna les talons et quitta la salle. Sans crier, sans larmes, la tête haute. Les murmures reprirent derrière elle, certains choqués, d'autres admiratifs. Mais Noura, elle, pensait à une seule chose, rester debout. Ne pas céder. Ce jour n'était plus celui d'une union. C'était le jour de sa libération. Et dans cette rupture brutale, quelque chose venait de naître en elle. Une force qu'elle ne soupçonnait pas encore. La chambre d'hôtel était plongée dans un silence presque sacré. Les rideaux tamisaient la lumière du soir, et les fleurs qui ornaient la pièce, restes du faste nuptial, paraissaient soudain déplacées. Noura Diabaté se tenait debout, encore vêtue de sa robe somptueuse. Son maquillage, intact, ne masquait pas la transformation dans son regard. Il n'y avait plus de joie, plus d'innocence. Seulement ce vide, immense, que la trahison venait de creuser en elle. Elle s'approcha du miroir. Son reflet lui sembla lointain, presque étranger. D'un geste soudain, elle arracha le voile de cérémonie qui ornait ses cheveux. Il glissa lentement sur le sol, comme une peau dont elle se débarrassait. Ses mains tremblaient, mais elle ne cédait pas encore. La colère n'était pas là, ni les cris, juste ce silence lourd, cette tempête enfermée dans sa poitrine. Elle s'assit au bord du lit, figée. Le téléphone vibrait sans arrêt. Des appels, des messages, des notifications incessantes. Elle savait déjà que la vidéo circulait sur les réseaux, partagée, commentée, disséquée. Ce qui avait été un cauchemar intime était devenu un scandale public. Elle ne voulut rien lire, rien entendre. Elle éteignit son téléphone, refusant que le monde entier envahisse encore davantage son cœur. Et puis, enfin, les larmes vinrent.
Pas des sanglots déchirants, plutôt une pluie douce, silencieuse, inarrêtable. Elle pleura pour la femme qu'elle avait été, pour ses rêves trahis, pour cette confiance qu'elle avait placée dans les mains d'un homme indigne. Elle pleura aussi pour sa mère, qui s'était crue rassurée. Et pour la jeune fille en elle, celle qui croyait encore aux contes de fées. Pendant un moment, elle songea à fuir. Prendre un billet d'avion pour s'éloigner de tout, disparaître. Mais fuir, c'était céder. Se cacher, c'était accepter la honte. Et cette fois, elle ne voulait plus se taire. Elle ne voulait plus porter ce que d'autres avaient brisé. Alors, elle appela Djeneba, sa cousine, sa sœur de cœur, la seule personne en qui elle avait encore foi. Djeneba ne posa pas de questions. Elle répondit d'une voix calme et sûre qu'elle arrivait dans 10 minutes. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Noura toujours assise au même endroit. Sans un mot, elle s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Dans ce geste, il y avait toute la chaleur qu'aucune parole n'aurait pu traduire. Et dans un souffle, elle dit simplement que ce n'était pas la fin. Que ce n'était que le début. Et qu'elle ne serait pas seule. Elles parlèrent jusqu'au petit matin. Elles partagèrent leurs douleurs, leurs silences, leurs souvenirs de blessures anciennes. Et à travers cette nuit, Noura comprit que sa vie ne s'était pas arrêtée. Elle avait simplement changé de direction. Quand l'aube se leva, elle se leva aussi. Elle regarda à nouveau son reflet. Cette fois, elle vit autre chose. Une femme debout, fragile, mais vivante. Les jours qui suivirent furent longs, silencieux et chargés d'une énergie étrange. Noura Diabaté n'était plus la même. Le monde autour d'elle semblait hésiter. Certains la regardaient avec gêne, d'autres avec compassion, quelques-uns même avec admiration. Mais peu importait, elle ne cherchait plus à plaire. Elle voulait comprendre qui elle était, en dehors de tout ce qu'on attendait d'elle. Son premier acte fut radical. Elle alla chez une coiffeuse du quartier et demanda qu'on lui coupe les cheveux. Court, très court. Elle voulait sentir le vent sur sa nuque, comme un souffle neuf. Chaque mèche tombée était un souvenir qu'elle laissait derrière. Quand elle se vit avec ses boucles naturelles, sans artifice, elle sourit. C'était elle, enfin elle. Puis elle reprit un vieux rêve, abandonné sous les conseils, prudents, d'Elie. Ouvrir une boutique de mode afro-urbaine. À l'époque, il avait trouvé l'idée charmante, mais pas assez sérieuse. Aujourd'hui, elle ne demandait plus l'approbation de personne. Avec l'aide de Djeneba, elle trouva un petit local, nettoya, repeignit, installa une table de couture et ressortit ses anciens croquis. Ses mains tremblaient en cousant les premiers tissus, mais peu à peu, elle retrouva ses gestes, sa concentration, son feu intérieur. Chaque création devenait un message. Elle décida d'appeler sa première collection « Renouveau ». Les motifs étaient vibrants, les couleurs audacieuses. Elle voulait que chaque femme qui les porte se sente forte, libre, invincible. Son cercle d'amis se transforma. Certaines connaissances disparurent sans un mot, sans surprise. D'autres revinrent, sincères, touchées par son courage. Elle recevait de plus en plus de messages, surtout de femmes. Des inconnus lui racontaient leurs blessures, leurs silences, leurs luttes. Son histoire, rendue publique malgré elle, était devenue une voix pour celles qui n'en avaient jamais eu. Un jour, une journaliste l'appela pour lui proposer de participer à une émission sur la résilience des femmes africaines. Noura hésita. S'exposer à nouveau? Raconter ce qu'elle voulait enfin laisser derrière elle? Mais elle comprit que parler, ce n'était pas rouvrir la plaie. C'était montrer qu'elle cicatrisait. Sur le plateau, elle raconta son histoire avec calme. Pas de haine, pas de mise en scène. Juste la vérité. À la fin, la présentatrice lui dit qu'elle avait été humiliée devant des centaines de personnes, mais qu'aujourd'hui, elle inspirait des milliers. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Noura relut les messages qu'elle recevait chaque jour. Certains étaient courts, d'autres bouleversants. Toutes ces voix, toutes ces femmes lui rappelaient qu'elle n'était plus seule. Qu'elle n'était plus simplement la femme trahie. Puis, un soir, il réapparut. Elie, il frappa doucement à la porte de son atelier. Il semblait amaigri, épuisé, les yeux pleins de regrets. Il lui dit qu'il était désolé, qu'il ne cherchait pas à revenir, seulement à demander pardon. Elle le regarda longuement, sans colère, et lui répondit calmement qu'elle lui pardonnait. Mais qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Et ce soir-là, en refermant la porte, elle sentit pour la première fois un véritable apaisement. Elle avait choisi son chemin, et il ne passerait plus jamais par le passé. Le nom de Noura Diabaté circulait désormais bien au-delà de son quartier. Elle n'était plus seulement celle qu'on a humiliée à son mariage, elle était devenue un symbole. Un visage, une voix, une force tranquille que de nombreuses femmes commençaient à reconnaître et à suivre. Ce qui avait été une blessure personnelle s'était transformé, peu à peu, en un message universel. Chaque jour dans sa boutique, des clientes venaient pour essayer ses créations, mais aussi pour parler. Certaines venaient en pleurant, d'autres en silence. Beaucoup repartaient plus légères, comme si l'échange, même bref, leur avait redonné un souffle. Noura écoutait, sans juger, sans conseiller à tout prix. Elle savait que parfois, il suffisait d'être entendue pour commencer à guérir.
Un samedi matin, une jeune fille de 17 ans entra timidement dans l'atelier. Elle s'appelait Salimata. Elle ne dit presque rien, jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots. Elle expliqua qu'elle était promise à un mariage forcé, qu'elle se sentait piégée. Elle avait vu une vidéo de Noura, l'avait regardée parler, se tenir droite, et cela lui avait ouvert une brèche. Elle lui dit, d'une voix tremblante, qu'elle ne voulait pas finir brisée en silence. Noura lui prit la main et lui répondit que rien n'était encore écrit. Que sa voix valait la peine d'être entendue. Ce jour-là, quelque chose changea. Noura comprit que sa reconstruction ne concernait plus seulement sa propre vie. Elle était devenue, malgré elle, un repère pour d'autres. Peu après, une ONG locale la contacta pour lui proposer de devenir ambassadrice d'une campagne contre les violences psychologiques. Elle hésita, ce rôle l'obligeait à s'exposer encore davantage. Mais au fond d'elle, elle savait que se taire reviendrait à trahir tout ce chemin parcouru. Lors du lancement de la campagne, elle monta sur scène vêtue d'une robe en wax qu'elle avait dessinée elle-même. Rouge profond, symbole de feu et de renaissance, ornée de symboles africains représentant la liberté et la dignité. Sa voix résonna dans la salle. Elle parla sans notes. Elle expliqua que l'humiliation n'était pas une fin, que la honte ne devait pas rester dans le camp de celle qui subit. Et surtout, qu'il était possible de se reconstruire. Le public l'applaudit longuement. Ce jour-là, Noura ne fut pas seulement écoutée, elle fut entendue. Elle fut ensuite invitée dans des écoles, des universités, des centres communautaires. À chaque rencontre, elle sentait sa voix gagner en assurance. Ce n'était pas un rôle qu'elle avait choisi, mais elle l'endossait avec sincérité. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Certains la critiquaient. On l'accusait de trop parler de son passé, de faire du bruit pour exister. Mais elle n'écoutait plus ce genre de voix. Elle savait que le bruit qu'on lui reprochait, c'était celui du réveil. Et chaque fois qu'elle prenait la parole, une autre femme, quelque part, osait se lever à son tour. 1 an avait passé. 1 an depuis ce jour où Noura Diabaté avait quitté la salle de réception la tête haute, brisée mais debout. 1 an depuis que son monde s'était effondré, pour mieux se reconstruire. Ce matin-là, elle se leva avant l'aube. Elle prit un pagne simple, se noua les cheveux en chignon, puis sortit sans bruit. La ville dormait encore. Seuls quelques coqs faisaient entendre leur voix dans les rues silencieuses de Trècheville. Elle se rendit à la maison communautaire qu'elle avait contribué à créer. Ce lieu était né de son histoire, mais il appartenait désormais à toutes celles qui y entraient. Des femmes, jeunes et âgées, s'y retrouvaient chaque semaine pour échanger, se former, s'entraider. On y parlait couture, estime de soi, droit, rêve. Ce jour-là, elle n'était qu'une dizaine, assises en cercle, les regards chargés de vécu. Noura ne voulait pas faire de grands discours. Elle s'assit simplement parmi elles. Elle écouta. Une à une, les voix s'élevèrent. Awa parla de son divorce après 15 ans de silence. Fanta évoqua le rejet qu'elle avait subi pour avoir dénoncé son agresseur. Et puis il y eut Kadi, 18 ans, qui n'avait encore jamais parlé. Ce jour-là, sa voix tremblante raconta pour la première fois une histoire que personne ne connaissait. Et tout le monde l'écouta, sans l'interrompre, sans juger. Plus tard, dans la soirée, Noura rentra chez elle, fatiguée mais sereine. Son appartement était petit mais chaleureux. Des étoffes colorées ornaient les murs, des croquis traînaient sur la table, et un carnet, posé sur son bureau, l'attendait. Ce carnet, c'était son compagnon de route. Elle y notait ses pensées, ses victoires, ses défaites, ses rencontres. Elle tourna la dernière page blanche, prit son stylo, et écrivit lentement une phrase. Ce que l'on croit être une fin n'est parfois que le début d'un héritage. Elle relut ces mots, puis ferma doucement le cahier. Quelques semaines plus tard, elle fut invitée à Dakar pour une conférence sur le courage féminin en Afrique. Elle monta sur scène, toujours vêtue de ses créations, portait fièrement son nom, son histoire, et son parcours. À la fin de son intervention, une jeune étudiante lui demanda comment elle avait su qu'elle était guérie. Noura sourit. Elle répondit qu'elle ne l'était pas totalement. Que chaque jour, elle guérissait un peu plus. Et que chaque femme à qui elle tendait la main lui rendait un morceau de son propre cœur. Dehors, en marchant dans la rue, elle vit une affiche. Une femme y posait fièrement, droite, forte, habillée d'une robe rouge signée Kélène, sa marque. Elle s'arrêta. Ce visage sur l'affiche, c'était le sien. Mais ce n'était plus la même femme. Celle-ci regardait l'avenir. Elle n'était plus la femme abandonnée. Elle était devenue un phare. Et désormais, sa lumière guidait d'autres femmes vers leur propre renaissance. Si cette histoire t'a touché, si tu crois en la force des femmes et en la beauté de la résilience, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, chaque récit donne la parole à celles qu'on n'entend pas assez. Chaque image raconte une vérité trop souvent oubliée. N'hésite pas à liker, commenter et partager autour de toi. Ensemble, faisons résonner ces histoires puissantes. Car ta douleur, comme celle de Noura, peut devenir ta force. Et peut-être, celle de quelqu'un d'autre.